retrouve aujourd'hui pour une nouvelle book review sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin. Certains vont dire que c'est étrange de retrouver un tel bouquin sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de lire de la science-fiction. C'est pas mon univers favori. C'est quelque chose qui me laisse souvent dubitative et que je trouve très complexe parce qu'on avance toujours beaucoup de physique, des mathématiques et compagnie. Et bon, moi étant une juriste et plus littéraire par nature, j'ai un petit peu plus de mal avec la science-fiction, c'est vrai. Alors, le livre, je l'ai pas entre les mains, je peux pas vous le montrer, mais vous avez vu la couverture dans le petit générique. Donc, il s'agit du premier tome de l'Odyssée du temps, L'œil du temps, qui est donc un bouquin de science-fiction que j'ai lu sur mon reader et en fait j'ai bénéficié de l'offre Brajlon des vacances puisque Brajlon permettait aux lecteurs en numérique de pouvoir acquérir gratuitement 3 ouvrages jusqu'au 31 décembre. Il s'agissait du premier tome de Mercy Thompson, de Patricia Briggs, Le magicien de Raymond Feist et donc L'Odyssée du temps de Stephen Baxter et Arthur C. Clarke. Voilà, donc j'ai lu ce roman ne sachant pas trop à quoi m'attendre et finalement je remercie Brajlon parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette offre-là, je ne me serais pas forcément tournée vers ce type d'ouvrage et je serais passée à côté de quelque chose parce que j'ai bien aimé. Bon, vous allez voir, j'ai quand même relevé des choses qui ne m'ont pas plu, mais globalement pour moi ça a été une belle découverte et qui me donne en tout cas envie de me plonger un peu plus dans des ouvrages de science-fiction. Alors l'histoire de l'Odyssée du temps, eh bien c'est toujours la problématique des voyages dans le temps qui est remise un peu à neuf, vraiment revisitée comme elle ne l'a jamais été. En tout cas, j'ai jamais rien lu de tel, puisqu'on se retrouve un petit peu, on ne sait pas trop en quelle année, je crois qu'on démarre de 2037, mais comme on a des points de vue de personnes appartenant à des époques différentes, c'est difficile de se situer dans le temps. Donc la chose qu'on peut dire, c'est qu'à un certain moment donné de l'histoire des hommes, il va y avoir quelque chose qui va se passer. On ne sait pas trop qui fait ça, pourquoi. Mais c'est comme si on avait pris à chaque époque donnée, chaque époque importante de l'humanité, on avait pris un morceau de la terre, donc à chaque époque on l'a tronçonné comme une tarte. On a pris un quartier à chaque époque et on l'a recollé tous les quartiers qu'on a prélevés pour reformer une seule terre. Et donc nous avons donc une nouvelle terre formée qui donc est composée de moments de la préhistoire, de moments de l'époque d'Alexandre le Grand, de Gengis Khan, donc l'Empire mongol. Il y a l'épopée en 2037. Nous avons également, on suit un camp anglais, le camp anglais de Jamrud, qui est dans le désert ou dans les années 1800 et des, donc au temps où vivait Rudyard Kipling. Donc on suit plein de personnes qui appartiennent à plein de mondes différents et qui vont devoir cohabiter sur cette nouvelle terre. Voilà, c'est ça un petit peu le pitch. J'ai oublié de vous dire également que depuis qu'il y a eu cette sorte de boom sur Terre, eh bien, il y a partout, à quelques kilomètres de distance les uns des autres, des espèces de gros œils en métallique. On ne sait pas du tout comment ils flottent, mais ils flottent là et ils ne bougent pas. Et il y en a un très gros qui apparemment émet par rapport aux autres, qui se trouve dans la cité de Babylone. Et donc tous les humains qui restent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, d'époques totalement différentes, vont converger vers Babylone pour essayer de comprendre tout simplement ce qui est arrivé. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un pitch qui est très intéressant et moi personnellement j'ai adoré me plonger dans cette histoire. Je vous avoue qu'au début j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était très descriptif, on avançait pas très vite. Le premier chapitre d'ailleurs commence sur l'histoire d'une femme australopithèque, donc elle parle pas, c'était descriptif pendant 4-5 pages. Déjà là je me suis dit aïe aïe aïe, si c'est comme ça pendant tout le livre, je vais avoir du mal. Et puis après, chapitre par chapitre, on découvre des gens différents, d'époques différentes. Déjà ça m'a beaucoup plu. Et puis une fois qu'on a eu le boom qui est arrivé, donc moi j'appelle ça une sorte de boom, et que donc tout le monde se retrouve mélangé sur une nouvelle terre nouvellement formée. Mais alors là, pour moi, le roman a pris vraiment toute son ampleur, puisqu'il n'y avait pas que le côté science-fiction qui était abordé, il y avait un côté beaucoup plus humain, et surtout de savoir comment ces hommes qui sont venus d'horizons différents, pour certains qui connaissaient déjà l'histoire de l'humanité et des personnages qui étaient passés devant eux, comment ces hommes allaient tous cohabiter ensemble, est-ce qu'ils allaient se considérer comme des ennemis, ou est-ce qu'ils allaient plutôt collaborer pour former une nouvelle humanité?
Donc moi, c'est justement tous ces échanges-là qui m'ont vraiment plu, j'étais vraiment à fond dedans. Surtout qu'on va voir, et c'est vraiment le point qui m'a le plus plu, c'est qu'on a deux clans qui vont se former. Ben, vous allez me dire, on va retrouver en fait le gros travers de l'histoire de l'humanité condensé sur cette nouvelle planète Terre, c'est-à-dire que vous allez voir l'homme dans ce qu'il a de meilleur et l'homme dans ce qu'il a de pire en même temps. Donc dans ce qu'il a de meilleur, ben, vous avez Alexandre le Grand et donc son empire macédonien qui va vouloir s'allier avec les hommes venus du futur pour essayer de conquérir Babylone et ce nouveau monde, mais dans une optique de reformer un nouveau peuple, tous ensemble. Et puis vous avez de l'autre côté des hommes qui sont également venus de 2037, qui étaient en fait des astronautes, qui sont revenus sur Terre juste au moment où ça commençait un petit peu à dégénérer. Et eux, ils vont tomber avec les Mongols et avec Gengis Khan. Et lui, Gengis Khan, même si c'est comme Alexandre le Grand, un homme assoiffé de pouvoir, on ne peut pas cacher que les deux ont ça en commun, qui veulent conquérir le monde dans son intégralité. Il y a une manière et une manière de le faire qui est très très différente dans le chef des deux. C'est-à-dire que Alexandre le Grand, on va voir que lui, il va soumettre les peuples, mais il va essayer de comprendre leurs coutumes et peut-être même les reprendre à son compte. Donc ça va se faire tout en douceur. Et Gengis Khan, alors lui, c'est la sauvagerie en tête, c'est moi, je tue tout le monde tout simplement. Et vous avez évidemment ces deux façons de voir les choses qui vont être confrontées, puisque les deux vont converger vers Babylone. Et évidemment, c'est quand même intéressant dans un bouquin de science-fiction d'avoir une petite guéguerre qui va commencer entre les deux grands chefs, deux grandes personnes de l'histoire humaine. Donc moi, tout ça, j'ai vraiment kiffé, je vous cacherai pas. J'ai vraiment pris mon pied à lire tout ça, même si les affaires de bataille, c'est pas trop ma tasse de thé, mais de voir les pensées de chacun, de voir aussi un personnage de 2037 qui s'appelait Isabelle, qui était une américaine, qui est méchante comme pas possible. C'est le seul personnage qui m'a marqué dans tout le livre. Et bien de voir ce personnage tourner avec Gengis Khan, mais ça m'a choqué. Vous n'avez même pas idée à quel point. C'est vraiment un des moments forts que je garde de ce bouquin. C'est le moment, le revirement où on a cette femme de 2037 qui est quand même civilisée, en tout cas beaucoup plus que ne sont les sauvages mongols là. Eh bien, elle va mettre du tout au tout changer et se dire, bah tiens, moi je suis avec un homme qui va me permettre d'avoir pouvoir, richesse et compagnie, bah hop, je vais devenir aussi taré que lui finalement, hein. Donc c'est le moment voilà, qui m'a vraiment le plus choqué. Mais globalement, tout ça, j'ai bien aimé. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce bouquin, c'est pas non plus un coup de cœur ou alors une grande, grande découverte? Eh bien, c'est tout simplement que une fois qu'on a eu fini la guerre entre Alexandre le Grand et Gengis Khan, on va se concentrer sur l'œil de Babylone et en particulier un des personnages qui s'appelle Bisesa, qui est une scientifique de 2037 qui va essayer d'expliquer notamment aux gens de 1800 et des, ce que ça peut être cet œil, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il représente. Et là, mon Dieu, comment vous dire, je me suis sentie bête, mais alors à un point, je ne comprenais strictement rien à ce que cette ça me racontait. C'était scientifique, on parlait de physique, mais aussi de physique quantique, de mathématiques. J'étais complètement perdue, noyée, et je vous avoue que ces pages-là, eh bien, j'en garde aucun souvenir. Je saurais même plus vous expliquer quels sont ce qu'elle pensait que ça était, peut-être non, je n'en sais rien, je n'ai strictement rien compris. Ce qui fait que ça a un petit peu foutu en l'air la fin de mon bouquin parce que du coup j'ai perdu un peu plus d'intérêt à ce niveau-là, alors qu'avant j'étais totalement dedans. Alors au niveau des personnages, eh bien là je vous dirais simplement que j'en ai retenu aucun. Il y a des noms qui me reviennent, c'est Bisessa, c'est Rudyard Kipling, c'est Josh, c'est Zabel, comme je vous disais, tout simplement parce que c'est des personnages qui sont récurrents, qui reviennent plus souvent. Vous avez évidemment Gengis Khan et Alexandre le Grand, j'ai trouvé ça génial de pouvoir, vis-à-vis d'une fiction, pouvoir apprendre certaines choses sur la vie de ces deux grands hommes-là, même s'il y en a un que sincèrement je connaissais pas, enfin juste de nom quoi, et que ça m'aurait plu de rester comme ça parce que mon Dieu quoi, l'Empire mongol, c'est pas une période que j'ai étudiée à l'école, non, c'était beaucoup plus focalisé sur la Révolution française, la Révolution russe, l'Amérique, mais les Mongols, non, j'avais jamais entendu parler de l'Empire mongol ni sur leur façon de procéder. Ça m'a un peu choqué tout ce que j'ai découvert, mais voilà, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et moi, je trouve ça bien que dans un bouquin, on arrive à mêler des romans, des faits historiques à de la fiction. Franchement, ça m'a plu, ça m'a donné envie d'aller sur Wikipédia pour me renseigner sur l'un et l'autre. Voilà, c'est ludique, j'adore. Mais donc les personnages, comme je vous disais, je ne me suis pas attachée à eux spécialement, ils ne me laissent pas un grand souvenir parce que je trouve qu'ils étaient là uniquement
au service de l'histoire. Le principal, c'était cette terre morcelée qui était remise en un seul blog. C'était de savoir ce qui allait se passer, si les gens allaient plutôt partir dans une optique de collaboration, de survie tous ensemble, ou alors dans une optique plus comment dire, belliqueuse, où on dit, ben, nous, on sait qu'il y a d'autres hommes, on veut être les maîtres sur cette nouvelle terre, ça va être comme nous, on l'a décidé, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on vous écrase. Donc moi, j'ai adoré ce diptyque entre ces deux points de vue-là, ça m'a beaucoup plu, mais je vous dis, je ne retiens rien par rapport au personnage, il n'y en a pas un qui m'a plus séduit que d'autres, tout simplement parce que pour moi, ils étaient là au service de l'histoire et c'était leur seule fonction. Voilà. Alors le style maintenant, eh bien, le style fort descriptif, c'est tout ce qui me vient à l'esprit en premier. C'est que j'ai trouvé ça fort descriptif, surtout je vous dis les chapitres où c'était l'australopithèque, hein, puisqu'elle parlait pas, elle a pas encore elle a encore plus le cerveau d'un animal plutôt que le cerveau humain. Donc ouais, j'ai eu un petit peu de mal avec ce style un peu descriptif, ces explications scientifiques auxquelles je comprenais rien. Pourtant, je me suis dit, attends, la femme, elle est du 21e siècle, elle est en train d'expliquer à des gens du 19e ce qui s'est passé. Si eux arrivent à comprendre, toi, tu devrais. Eh ben non. C'est là que je me suis dit, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est le style qui veut en mettre de trop? En fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop. Il y avait trop d'explications d'un coup. Moi, j'ai strictement rien compris. Ça m'a un petit peu gênée. Mais à côté de ça, bah, l'écriture est assez intéressante. Je vous dis, moi, j'ai beaucoup aimé ce mélange fictif avec historique. Le tout était plutôt cohérent. C'est ça qui m'a plu. Voilà, donc l'Odyssée du temps, c'est un bouquin que je vous recommande parce que moi, pour commencer, en tout cas, vous allez me dire que c'était pas une des sagas les plus simples, mais en tout cas, pour me plonger dans un univers de science-fiction, c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je voulais comprendre ce qui se passait et j'avoue que je lirai le tome 2 assez prochainement parce que j'ai envie de savoir si on va revenir sur cet épisode puzzle, savoir si on va avoir des explications, parce que pour finir, bah, quand on quitte le tome, on n'en sait pas plus sur le pourquoi du comment. Donc c'est un bouquin que je vous recommande si vous avez envie de lire une histoire un peu unique, un peu innovante au niveau des voyages dans le temps. Vous allez me dire, c'est pas vraiment voyager dans le temps, mais bon, étant donné que les personnes se retrouvent finalement tous à la même époque du XIIIe siècle, bah, je me suis dit, bah si, ils voyagent dans le temps d'une certaine façon, donc c'était plaisant. Je vous dis, c'est le côté vraiment humain de l'histoire qui m'a séduit. Côté science-fiction était là, j'ai pas eu les réponses que je voulais, maintenant j'espère qu'elles seront là dans le tome 2. En plus, je sais que le tome 3 sort cette année-ci chez Brajlon, donc c'est une saga que je continuerai. Mais vu qu'on m'a dit que le bouquin 2 était un peu plus technique que le premier, je vous avoue que c'est ça qui me freine encore un peu à le commencer tout de suite parce que je sais qu'il est disponible en e-book. Voilà, donc si vous avez envie de tenter l'aventure, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez le lire, on pourra même après lire le tome 2 ensemble. Si vous sentez le courage de parler de physique et de physique quantique avec moi, qui sait. Ouais, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!